Très bien, ben, merci. Je pense qu'on va passer à la deuxième partie. Donc, sur les allergènes, les marqueurs de sensibilisation, de spécificité et de sévérité. Johanna, à toi la parole. Oui, alors j'attends que la transmission se fasse. Ouais, super, merci. Alors, donc on va parler maintenant de la partie un peu plus appliquée en pratique clinique. Donc déjà, pareil, une diapo qui est un peu ancienne, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle pose les choses. En langage courant, on dit allergène pour désigner toutes sortes de choses. Mais en réalité, alors soit on le précise, soit on le sait à partir du contexte. Les allergènes, on peut se placer au niveau de la source, au niveau de l'extrait, au niveau de la molécule. Les sources allergéniques, c'est ce à quoi on réagit. Et en fait, moi, je vous montre sur mon écran, mais il n'y a que moi qui vois. Donc, les sources allergéniques, c'est ce à quoi on va réagir. Les acariens, les pollens, le lait de vache, on en a parlé, l'arachide, etc. Donc, dedans, il y a plein de choses, des allergènes, des molécules allergéniques, des molécules non allergéniques, tout ça. Ensuite, le plus souvent, quand on parle aussi d'allergènes, on parle d'extrait allergénique. Donc, on parle de cette espèce de produit hydrosoluble obtenu à partir de la source. Donc, le premier exemple, c'est M. Noon qui avait pilé des grains de pollen pour en faire une espèce de soupe et faire sa désensibilisation. Ces extraits allergéniques, ils sont censés contenir l'ensemble des molécules allergéniques présentes dans la source allergénique, un minimum des molécules non allergéniques et donc c'est quelque chose qu'on utilise en première intention. Problème, tous les allergènes ne sont pas hydrosolubles et puis en fonction de la manière dont cet extrait est obtenu, très souvent on va perdre certains allergènes et notamment les allergènes de petite taille moléculaire qui vont comme passer entre à travers la passoire. Donc, on ne va pas s'étendre dessus, mais on a des exemples avec Prupé7 récemment, où en fait, cette petite molécule, elle était perdue. Vous faisiez un blot, vous ne la voyez pas parce qu'elle fait 6 kilodaltons. Et puis, on parle de molécules. Donc, les allergènes moléculaires, c'est en réalité le seul cadre dans lequel il faudrait parler d'allergènes, le niveau moléculaire. Et au niveau moléculaire, on peut avoir ces allergènes pour la pratique, à partir de la purification. Donc, vous prenez votre acarien, vous le pilez et puis vous purifiez votre protéine. On peut aussi cloner et exprimer des protéines recombinantes. Et on peut, pour les peptides qui sont de très petite taille, comme par exemple APM4, la mélitine du venin d'abeille, la produire par synthèse. Donc, vous avez un appareil qui va coller des acides aminés, en mettre 25, 30 acides aminés à la suite, et vous avez votre peptide synthétique. Pas besoin de bactéries pour synthétiser la protéine recombinante, ni rien. Les extraits allergéniques, on les utilise pour les tests cutanés, les tests in vitro et l'immunothérapie allergénique, précédemment appelée désensibilisation. Les molécules, on les a uniquement pour des tests in vitro. Donc c'est vraiment, là si on veut faire un profil moléculaire ou si on veut vérifier la présence d'une réaction spécifique à un pollen ou à un animal, il faut passer par la prise de sang. En recherche clinique, évidemment, on espère pouvoir passer au niveau épitopique, donc dans la réponse vis-à-vis d'une molécule, savoir quel est le spectre de spécificité au niveau épitopique. Ah, ça ne marche plus. Voilà. Un mot sur la nomenclature des allergènes moléculaires. Donc déjà, tous les allergènes moléculaires ne sont pas de recombinants. Et ensuite, donc en fonction de la manière dont on les obtient, on va avoir du naturel, donc qui est purifié directement à partir de la source, le recombinant qui est produit dans différents micro-organismes, S pour la synthèse, et puis on utilise les 3 premières lettres du genre, la première lettre du nom de l'espèce et un chiffre, et c'est comme ça qu'on va parler de APM1, APM4, DRP1, etc. Donc ça, c'est important. En allergologie, on a ces allergènes moléculaires, ceux qui sont reconnus officiellement, qui sont présentés sur le site allergen.org. Vous avez quelques informations un peu plus loin dans la diapo, dans la présentation. Et
En test biologique, qu'est-ce qu'on peut regarder? On regarde en général les IgE, mais en théorie, on peut regarder aussi les IgG, IgG4, IgA, etc., dans le sérum, mais aussi dans d'autres liquides biologiques. On peut faire des tests d'activation des basophiles avec les allergènes moléculaires. Et puis, si on vous dit oui, mais alors en Espagne, on a PRUP3 pour le test cutané, c'est vrai, en sachant que ce PRUP3 pour le test cutané est probablement, visiblement, une préparation enrichie en PRUP3 à partir de la pêche, mais la pureté est controversée. Il est plus facile de comparer les IgE contre les allergènes moléculaires que les IgE contre les extraits, même s'il faut rester très 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 prudent. Et il ne faut pas s'étonner si vous voyez des IgE contre une molécule qui sont plus élevés que les IgE contre l'extrait. C'est tout à fait possible parce que dans un extrait, vous pouvez avoir une protéine qui va être en quelque sorte noyée parmi toutes les autres, alors que si vous testez directement cette protéine-là, en fait, vous avez tout plein de sites de fixation pour les IgE. Ça peut aussi être une meilleure stabilité du réactif allergène comparé à l'extrait. Donc, exemple typique, le soja. Si vous avez une sensibilisation au soja qui est basée sur des PR10, l'extrait de soja peut être négatif ou très faible, mais si vous testez directement la PR10 du soja, donc l'IM4, vous pouvez avoir des valeurs de 10, 15, etc. Ça peut être assez surprenant. Dans tous les cas, vous avez une référence qui fait dans les 1000 pages, non j'exagère, 600, c'est le guide de l'utilisateur de l'allergologie moléculaire par l'EACI. La version 2023 est disponible en ligne gratuitement à cette adresse que vous avez ici. Je vais passer rapidement. Les allergènes moléculaires, c'est un peu comme les extraits. On va les doser par des méthodes unitaires. Donc, on a des allergènes fixés sur un support, c'est le principe habituel de Fadia. Les allergènes en phase liquide, on a l'imulite, on a le Noveos de Icor. On peut faire des tests multiplex, donc on peut faire des ISAC, on peut faire des Alex. Dans ces cas-là, on a des centaines d'allergènes qui sont fixés sur un support. Vous mettez le sérum et vous révélez la fixation. Vous faites une échelle de couleurs pour l'intensité et puis vous avez les résultats qui sortent et qui vont vous donner un profil. Donc autant quand vous le savez, si vous voulez regarder les IgE bêta-lactoglobulines, vous allez avoir une réponse. Autant si vous faites une puce à allergène, donc un test multiplex, vous partez d'emblée sur 112 ou 300 réponses à des allergènes que vous devez interpréter ou que vous pouvez vous faire aider pour interpréter. Et puis, tout comme les extraits, on peut faire des tests d'activation avec les molécules allergéniques. C'est une exploration fonctionnelle. Donc, vous regardez in vitro la manière dont les basophiles du patient, qui sont une sorte de... dans ce cas-là, on les utilise comme modèle de la réponse des mastocytes, comment ils répondent à l'allergène moléculaire. Donc, en fait, c'est une technique de cytométrie en flux. Vous prenez le sang, vous utilisez un premier anticorps pour identifier les basophiles et un deuxième anticorps pour regarder si oui ou non il y a expression d'un marqueur d'activation. Et donc, dans les contrôles négatifs et avec les allergènes qui n'induisent pas de réponse, vous avez une population qui n'exprime pas le marqueur d'activation, et puis vous voyez une nette augmentation d'une population qui exprime un marqueur d'activation quand vous avez une réponse. Et puis, de manière anecdotique, mais c'est joli à voir, on peut faire des blots. Donc, par exemple, ici, on a un Western blot IgE, où en fait, on fait migrer les extraits d'une source allergénique et ensuite on pose des sérums de patients et on révèle la fixation des IgE. Et ici, en fait, on a 3 catégories de patients. C'est Aspergillus fumigatus comme extrait qu'on a fait migrer. Et on a donc les non sensibilisés à gauche. On a les gens qui ont une sensibilisation à Aspergillus fumigatus mais sans aspergillose bronchopulmonaire allergique. Donc vous voyez déjà, vous reconnaissez des allergènes majeurs présents chez la grande majorité des patients, ici aussi. Et puis tout à droite, avec un profil beaucoup plus complexe,
et des allergènes qui ne sont pas reconnus chez les sensibilisés sans ABPA, vous avez la catégorie des ABPA, où vous avez à la fois une plus grande complexité de la réponse et à la fois une intensité plus importante de la réponse IgE. Donc c'est vrai que les Western blot, ça permet de voir tous ces détails, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on utilise dans la pratique de tous les jours. Eh bien, ça, c'est parce que c'est quelque chose que vous savez déjà. Si la définition des allergènes majeurs, allergènes mineurs, allergènes marqueurs et allergènes immunodominants, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, majeur, vous avez des IgE vis-à-vis de cet allergène chez plus de la moitié des patients allergiques à la source correspondante. Mineur, moins de 50%. Allergène marqueur, c'est le nom qu'on utilise maintenant pour plus de clarté à la place de allergènes spécifiques d'espèces. Mais ça veut dire que si vous avez des IgE vis-à-vis de ce type d'allergène, vous pouvez affirmer la sensibilisation vraie ou primaire vis-à-vis de la source correspondante. Et une notion qu'on utilise moins souvent, mais qui nous aide beaucoup dans l'interprétation des bilans, c'est la notion d'allergène immunodominant. C'est celui qui va donner la majeure partie de la réponse contre l'extrait correspondant. Donc, par exemple, pour le chat, si vous avez des IgE contre le chat à, mettons, 50, le plus souvent, en biologie, vous allez avoir des IgE FeLD1 à un niveau comparable. FeLD1 est l'allergène le plus important dans l'induction de réponses allergiques vis-à-vis du chat. Pareil pour les acariens, etc., avec quelques différences. Et ici, vous avez une liste qu'on ne va pas égrener d'exemples d'allergènes moléculaires dans les sources aéroportées. Ça, c'est une diapo qui est très importante, mais je vous ai préparé des quiz pour les diapos suivantes. Je ne suis pas sûre d'avoir mis les animations, donc ce sera peut-être de faux quiz, mais bon, voilà. Mais ça, c'est une diapo qui est importante parce que vous allez pouvoir la reprendre tranquillement a posteriori. Elle illustre les notions d'allergènes marqueurs, majeurs, mineurs et immunodominants. On parle du chat et du chien. Et donc, chacun d'entre eux a un allergène marqueur disponible en clinique. FeLD1 pour le chat, CANF5 pour le chien. Et j'insiste parce que CANF5 est le seul allergène réellement marqueur pour le chien. Et puis, ils ont des allergènes qui croisent entre eux. FeLD2, FeLD4 et FeLD7. Donc, FeLD2 et CANF3 sont les séromalbumines. Et puis, les autres, ce sont des lipocalines. Et donc, cet allergène FeLD1, c'est un allergène marqueur, mais c'est aussi un allergène immunodominant, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que vous allez avoir des IgE FeLD1 chez la grande majorité des gens qui sont réellement allergiques au chat, et puis les IgE FeLD1 vont correspondre à la majeure partie de toutes les IgE contre le chat présentes chez les patients. Les allergènes à réactivité croisée, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des structures biochimiques proches et ils ont des conformations proches. Donc, on a par exemple le FeLD2, la séromalbumine, qui est un allergène mineur. Donc, vous la trouvez uniquement chez 25% ou 30% des patients allergiques à l'épithélium de chat. CANF5, donc c'est une calicréine, pareil. C'est un allergène qui est marqueur. Et c'est très important de comprendre que malgré le fait que ce CANF5 indique une sensibilisation vraie aux chiens, c'est un allergène qui est ni majeur ni immunodominant. C'est-à-dire qu'on a moins de 50% des gens qui sont sensibilisés à CANF5 parmi ceux qui sont allergiques aux chiens. Et souvent, les IgE CANF5 sont beaucoup plus basses que les IgE contre l'extrait de fanère de chien. Donc, petite question, petit quiz. Vous avez un garçon de 6 ans. Qu'on vous amène parce qu'il fait des crises d'asthme chez ses grands-parents au contact des chats et des chiens. Ils ont plein de chats, plein de chiens, mais l'enfant y va seulement le week-end. Le garçon a des tests cutanés positifs forts aux 2 extraits. Vous avez fait un bilan biologique avec les extraits et vous avez IgE chat 36, IgE chien 34. Qu'est-ce que vous faites? Et donc, je vous ai fait 5 propositions. Rien, à part prescrire des antihistaminiques à prendre au moment d'aller chez les grands-parents.
Qui est pour? Caro, parfait. Qui débute une immunothérapie allergénique chez le chat? Levez la main. Enfin, pour le chat, contre le chat. Qui conseille de donner les chats, les chiens à la SPA et mettre une fin au problème? Réponse politiquement incorrecte. Qui va dire, bon, bah, c'est bon, c'est l'occasion de tester les croquettes hypoallergéniques qui contiennent un anti-FeLD1 pour les chats et voir donc si c'est le chat, 50 € le paquet, je crois. Ou alors, je prescris une exploration par les allergènes moléculaires spécifiques. Donc, sans surprise, voilà. Et donc, oui, non, je n'ai pas mis les animations, mais du coup, on a les infos tout ensemble. C'est bien, comme ça, on avance sans trop... Donc, on peut... J'ai donné 2 exemples. Évidemment, il y a plusieurs possibilités, mais 2 exemples assez caricaturaux. Le profil 1 qui correspond aussi au profil que moi, en tout cas, je vois le plus souvent. Vous avez une double sensibilisation, FeLD1, CANF5. Donc là, non seulement FeLD1 est très proche de 36, mais CANF5, en tant qu'allergène qui n'est pas immunodominant, il est à 10, les IgE de chien sont à 34. Vous avez une double sensibilisation chat et chien. Vous pouvez évidemment aller plus loin et explorer la réactivité croisée, l'hypocaline, etc. Mais si quand on est à la question quelle est la sensibilisation primaire, vous avez la réponse. Un deuxième profil est un profil qui va nous embêter. Vous n'avez pas d'IgE, vous avez des IgE FeLD1 très basses et vous n'avez pas d'IgE CANF5. Ces IgE CANF5, ça ne vous exclut pas la sensibilisation vraie aux chiens. Par contre, vous n'avez pas d'argument pour l'affirmer. Et ce IgE FeLD1 à 2, même si on dit oui, alors les IgE FeLD1 sont un marqueur de sensibilisation vraie au chat, vous voyez bien que, comme c'est un allergène immunodominant, vous n'arrivez pas à remplir ce 36 d'IgE contre l'extrait de chat avec le 2 du FeLD1. Donc il y a autre chose. D'accord ? Donc, sur ce type de profil, vous allez vous dire, il y a certes une sensibilisation faible, vraie, au chat, mais il y a autre chose. Donc, vous allez partir sur deux allergènes qui ne sont pas marqueurs du chien stricto sensu, mais qui vont pouvoir vous donner un peu plus d'informations sur cette sensibilisation au chien. Et effectivement, si vous avez des IgE CANF1 ou encore mieux des IgE CANF2 qui sont positives, à ce moment-là, votre sensibilisation vraie au chien va être très probable. Surtout CANF2, alors contrairement à une idée reçue, mais qui est reçue parce qu'en fait, à l'époque, on avait commencé par ça, CANF1 n'est pas un allergène qui est très spécifique du chien. CANF5 croise avec une autre lipocaline qui s'appelle FeLD7, qui est une lipocaline du chat. Donc, à la limite, si vous voulez, par ordre de spécificité contre le chien, CANF2 va être mieux que CANF1 si votre CANF5 est négatif. C'est bon? C'est tout clair? Parfait. Alors là, on va regarder un tout petit peu pour les arachides et des fruits à coque. Donc, vous avez une fille de 5 ans qui n'a plus mangé d'arachides ni de fruits à coque depuis qu'elle avait 2 ans, parce qu'elle a fait une urticaire généralisée après un gâteau dont la composition est restée inconnue. Vous lui faites des tests cutanés qui sont positifs, moyens, arachides, noisettes, noix, amandes, cajou, pistaches, pignons de pain. Qu'est-ce que vous faites? Vous la laissez telle qu'elle est avec l'éviction et vous la revoyez pour lui faire des tests cutanés plus tard? Non, pas toi. Je dis à la maman, bon, bah, c'est pas grave, vous allez pouvoir lui redonner tout ça à domicile, ça se passera très bien. Vous débutez une ITA à l'arachide, vous faites un TPO un par un à chacun des aliments, vous prescrivez naturellement une exploration biologique. Et là, donc en fait, on peut réfléchir à plus, on peut se poser différentes questions, mais on ne va pas les détailler une par une, mais on peut évidemment dire, bon, bah, je pars, je fais tous les extraits. On peut aussi dire,
Et ne croyez pas que ce soit si rare. On peut aussi dire, je prends tous les extraits, je prends tous les moléculaires, j'envoie tout, qui peut le plus, peut le moins. Je peux aussi faire une puce à allergène en fonction de ce que j'ai, une Alex, un Isaac, ou je peux dire, je vais regarder arachide, noisette, cajou, et en fonction de ça, j'aviserai. Donc, il est évident qu'on va aller sur un bilan minimaliste, surtout que vous risquez d'avoir des réactions croisées entre ces différents aliments. Et on prend arachide, noisette, cajou. Pourquoi? Parce que finalement, chacun d'entre eux va explorer des sources allergéniques qui renseignent sur un champ légèrement différent ou très différent. Il est important de savoir que le cajou ne croise avec presque rien, cajou, sauf la pistache, bien sûr. Donc, si vous faites les IgE cajou, vous explorez cajou-pistache de manière... Excuse-moi, Johanna. Oui. Excuse-moi, Johanna. On a des problèmes de projection. Ah oui. Malheureusement, il y a un problème de circuit qui ne peut être réglé que par une pause. Il faut qu'on s'arrête pour le régler, mais je vous demande un peu de patience, s'il vous plaît, jusqu'à la pause, pour qu'on règle ce problème. Mais si vous voulez qu'on règle ça, on arrête. Non, on n'arrête pas. C'est bon, ben j'espère, parce que c'est désagréable pour tout le monde. Je suis désolée, moi je regarde mon écran qui projette très bien. Ok. En plus, ça tombe bien, je connais à peu près ce que je dois dire. Ok, Joanna. Voilà, donc bref, on commence par un bilan relativement minimaliste. Donc l'arachide qui va aussi renseigner sur les légumineuses. La noisette qui va renseigner plus ou moins sur la noix aussi. Et puis de toute façon, amandes, etc., vous allez pouvoir les voir plus tard. Et donc, donc si vous avez fait ce bilan et vous avez ces résultats, arachide à 10, noisette à 2, cajou à 6, la première hypothèse, la plus probable, c'est que vous avez une sensibilisation vraie arachide et noix de cajou avec soit une réaction croisée, soit une sensibilisation de plus faible intensité à la noisette. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez faire les allergènes marqueurs de chacune de ces sources. Et donc, il faut aller vers ARAH2 et ARAH6 pour l'arachide, donc qui sont les deux 2S-albumine. Pour la noisette, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a CORA9 qui est une 11S-globuline, CORA14 une 2S-globuline. Et pour le cajou, on a ANAO3 qui est très spécifique et qui va donc renseigner sur la noix de cajou et sur la pistache. Et si vous avez ce bilan, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous confirmez la sensibilisation vraie à l'arachide avec les 2S-albumine. Vous êtes tout content, et ça arrive souvent, d'avoir les IgE CORA9, donc 11S-globulines, donc différentes des 2S-albumine, qui sont positives pour la noisette. Donc du coup, vous savez que c'est une vraie sensibilisation à la noisette, distincte de celle de l'arachide, et des IgE ANAO3 qui sont positives et cohérentes avec le 6 de la noix de cajou. Donc là, vous avez un vrai profil de sensibilisation arachide et fruits à coque que vous allez du coup pouvoir explorer plus en détail en fonction des conditions de vie, de la sévérité, de ce que comment vous allez interpréter pour la suite. Et je ne parle pas des profils de réactivité croisée, puisque ça, ce sera le boulot de Caroline. Très rapidement, je vous rappelle qu'on a une aide en ligne qui est Allerdata, où vous pouvez avoir ce qu'on appelle le pentagramme des réactions croisées avec les allergènes moléculaires. Donc, c'est un site qui est toujours fonctionnel. Bon, les parties texte sont un peu vieillottes, mais on va les mettre à jour. Alors ça, c'est une diapo qui se lit le soir avant de dormir. Caroline, pareil, vous en parlera de manière détaillée. Moi, c'est juste pour ne pas oublier, pour marquer le point. On a les recommandations de l'EACI qui sont traduites en français dans la revue française d'allergologie par le groupe de travail biologie de l'allergie. Et donc, on a ces IgE contre les allergènes marqueurs qui sont recommandés avec des seuils de décision qui sont très bas. Ces seuils de décision qui sont très bas, qui sont
donc ceux publiés par le ACI, évidemment avec des variations, sont des seuils à prendre en compte en fonction aussi de la population où vous êtes. Et encore plus intéressant, si on passe aux IgG4, dans le suivi de l'immunothérapie, eh bien, on a là aussi, comme pour les IgE dans le diagnostic, on a des résultats qui sont plus intéressants avec les allergènes moléculaires. En termes de sévérité, donc déjà en termes de prédiction de sensibilisation ou allergie, on peut faire des courbes ROC comme ça. Ici, c'est l'exemple pour RH2. En fait, plus votre niveau de sensibilisation augmente, plus le risque d'avoir un TPO positif augmente, avec évidemment une zone d'incertitude, enfin un intervalle de confiance. Et donc, il est évident qu'un enfant chez qui vous allez avoir un ARH2 à 0,2 n'a pas le même risque statistiquement parlé qu'un enfant qui a un ARH2 à 50. Après, vous allez tous pouvoir me sortir le cas de l'enfant avec un ARH2 à 50 qui mange des arachides matin, midi et soir, et le cas d'un enfant avec un ARH2 à 0,4 qui a failli mourir en touchant une arachide. Mais globalement, au niveau de la population, on a des courbes qui peuvent permettre de donner une indication. Et en parlant de ces seuils très bas, là où je voulais en arriver, c'est qu'il ne faut pas négliger ces valeurs très basses. Il faut penser au fait que quand on mesure des IgE, c'est une variable continue. Il ne faut pas dire « Ah oui, il y a des IgE ou il n'y a pas d'IgE ». Ce n'est pas pos-neg. C'est positif ou négatif, mais c'est surtout une manière continue de comprendre cette réponse. On l'a illustré avec les exemples de bilan qu'on a vus. Pour la sévérité liée aux allergènes moléculaires, on a évidemment quelque chose qu'on sait tous en termes de persistance, les allergies alimentaires et les allergènes thermostables. La résolution spontanée qu'on attend pour les allergies à l'œuf ou les allergies au lait, cette résolution spontanée, elle arrive plus ou moins tard en fonction de la présence et du niveau des IgE contre les allergènes ovomucoïdes et caséine. Pour l'expression clinique, on a certains allergènes qui sont plus volontiers associés avec un risque de réaction sévère. Pareil, un grand exemple, Prupé7, qui est allergie à la pêche ou à d'autres aliments végétaux. Un exemple dont on parle moins souvent, donc c'est l'occasion de le sortir, de le mettre ici. Pour l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, le fait d'avoir des IgE ASPEF4 et ASPEF6, tous les deux accessibles au diagnostic in vitro, signe en quelque sorte la BPA chez les patients qui sont par ailleurs sensibilisés à Aspergillus. Dans la sensibilisation aux chats, aux chiens, on peut utiliser le profil moléculaire, donc les lipocalines IgE FLD2, FLD7, FLD4, CANF2, etc., pour évaluer la sévérité d'un asthme, le risque de persistance, etc. Pareil pour DP23 pour les acariens domestiques. On a certains allergènes qui peuvent donner des doses réactogènes plus faibles. Donc on a Prupé7, pour ne pas en parler de nouveau, qui est actif à des niveaux très faibles. Il suffit du contact avec des quantités minimes pour activer les basophiles et pour donner des réactions chez les patients. On a aussi le risque d'extension de l'expression clinique. Si vous avez un profil moléculaire complexe, vous êtes plus à risque d'une extension des réactions. Et la présence d'une sensibilisation à des familles moléculaires à réactivité croisée, là, c'est Caroline. Et puis, on a l'exemple des profils de sensibilisation particuliers qui ne vont pas être couverts par les préparations thérapeutiques. Donc, l'exemple classique, IgE contre APM10, présente, voire prépondérante chez des patients allergiques au venin d'abeilles. Vous êtes à risque d'avoir des patients qui ne vont pas répondre correctement à une ITA qui ne contient pas de l'APM10. Donc un exemple très simple, si on regarde, donc Prupé7, c'est un exemple facile, mais on a d'autres exemples aussi. Plus la réaction est sévère, plus la prévalence, le fait de trouver des IgE contre Prupé7 augmente.
Donc les gens qui ont fait des réactions sévères sont positifs à Prupécette à 80% dans cette population d'allergiques à la pêche et au pollen de cyprès. Et quand on regarde le niveau, donc on n'oublie pas, les IgE sont une variable continue, eh bien, plus la réaction est sévère, plus le niveau d'IgE est élevé. Je reviens sur DERP1. Vous vous souvenez, on l'a vu grignoter l'épithélium bronchique. Ce DERP1 avec son cousin DERF1, DERP2 qui est un immunomodulateur des toll-like récepteurs, en fait, si on les regarde chez des enfants qui ont 5 ans, qui ne sont pas symptomatiques, on peut prédire le phénotype à 11 ans. On a une association entre le groupe 1 et l'asthme x5, groupe 2 et bon là c'est moins évident, et quand on a groupe 1 et groupe 2 ensemble, on a plus d'asthme, on a plus de rhinite, plus de maladies atopiques d'une manière générale, test à la métacholine, etc. Donc en fait, le fait d'avoir cette sensibilisation d'RP1 et ou d'RP2 à un âge jeune, 5 ans, ça permet de prédire des profils cliniques beaucoup plus tardivement. Pareil, cet exemple des profils chez les enfants italiens. Donc c'est un travail qui date déjà de quelques années. Ils avaient pris des enfants italiens qui avaient une rhinite allergique et un syndrome oral aux fruits. Et en fonction du profil de sensibilisation, donc soit plein de panallergènes, soit la présence d'une prophyline, soit uniquement des PR10, soit des LTP, etc., ils pouvaient voir des associations avec le phénotype, avec l'expression clinique, et donc une sévérité plus ou moins importante entre l'asthme associé aux prophylines, l'urticaire et l'eczéma atopique associé à une sensibilisation à plein de panallergènes, etc. La perspective de tout ça, c'est une exploration au niveau épitopique. Pourquoi? Parce que le bien étant l'ennemi, le mieux étant l'ennemi du bien, on se rend compte qu'on a des réponses supérieures avec les molécules qu'on n'avait pas avec les extraits, et qu'en recherche clinique, on arrive par exemple à prédire le phénotype clinique et la réponse au traitement par l'ITA avec le profil épitopique. Donc il n'est pas impossible que d'ici quelques temps, on ait cet outil supplémentaire. Et donc je suis sur ma dernière diapo. En synthèse sur l'apport des allergènes moléculaires, ce qu'il faut voir, c'est, donc d'un côté ici à droite, vous avez la stratégie, les étapes de la stratégie, et puis à droite, pourquoi on les fait. Donc on va rester sur à gauche, pardon. On va rester sur la droite. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on dit tous, oui, alors pour le diagnostic d'allergie, il faut avoir des symptômes et la preuve de la sensibilisation. C'est très bien, ça suffit pour poser le diagnostic, on est d'accord. Mais pareil, ça c'était en 1870, quand on a commencé à se dire « Ah bah tiens, il y a un rhume des foins ». 150 ans plus tard, on est capable d'aller un peu plus loin que le simple diagnostic d'allergie, et en utilisant la biologie et d'autres choses, pas seulement la biologie, mais c'est de ça qu'on parle ici, là, tout de suite, on va pouvoir dire « c'est une sensibilisation vraie », ou peut-être il y a une réactivité croisée associée ou seule. Le profil de sensibilisation est comme ça et comme ça. Donc, vous faites votre diagnostic basé sur les allergènes moléculaires et ça vous permet de quoi? Ça vous permet de stratifier vos patients de manière à les prendre en charge, de manière à les traiter, à les suivre et à faire la prévention, soit primaire, soit secondaire, de ce qu'ils ont. Et avec ça, figurez-vous que j'ai fini et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Johanna, pour Merci ce à vous grand d'avoir panorama. suivi. Alors, on a le temps de prendre peut-être une question, parce qu'on a un peu dépassé le temps. Et est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Merci Johanna Vas-y, tiens. Merci Johanna pour ce beau topo. Alors, ma question, c'est pour les polysensibilisations. Je vais en parler demain, mais je profite de ta présence. Oui. Alors, pour distinguer justement les allergies croisées des co-allergies, alors quelle pertinence finalement pour les IgE moléculaires, c'est-à-dire pour rester un peu général. D'une manière générale. On a besoin aussi pour l'immunothérapie, pour la désensibilisation par la suite. Voilà. Alors, donc, en fait, donc, moi je dirais, alors, ce que j'affirme avec une grande certitude, c'est que si tu as un enfant polysensibilisé, enfin l'adulte c'est moins fréquent, mais bon, ça peut se présenter aussi, chez un polysensibilisé, il est important de démêler qui fait quoi. On l'a vu avec l'arachide, on l'a vu avec le chat et le chien, c'est important de savoir où on pose les pieds. Et à partir de là, je dirais, le déroulé de la prise en charge va dépendre de la sensibilisation du profil moléculaire, mais ça va dépendre aussi, sans doute, de l'âge du patient, de la situation familiale, du mode de vie, de la capacité à suivre un traitement, à venir et être suivi. C'est vraiment multifactoriel. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je pense que je vais pouvoir revenir sur ces questions de polysensibilisation cet après-midi. Merci, Habib. Et je voulais juste une précision que je pense, sur laquelle tu n'as pas insisté. Le CANF5 n'est présent que chez le chien mâle. Alors, je ne l'ai pas précisé parce qu'on se rend compte qu'on le retrouve... Oui, c'est une espèce de PSA du chien. D'ailleurs, on peut l'utiliser comme marqueur du PSA humain. Enfin, ça sort on ne rentre pas dans ces détails, mais en fait, on se rend compte que des gens qui ont des chiens femelles peuvent avoir des IgE CANF5. Et on ne sait pas si c'est parce qu'on va au parc à chiens et qu'on joue avec tous les chiens, ou parce qu'on a eu des chiens mâles avant, mais en fait, c'est plus... mais il y a des trucs avec CANF5 parce que même sa prévalence augmente. De dire qu'il n'est pas majeur, c'était totalement vrai il y a 15 ans. Ça l'est beaucoup moins maintenant. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Johanna. Merci à vous. On l'applaudit. Et donc...